Salut à tous, j'espère que vous allez très bien en ce samedi 21 juin. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, c'est la fête de la musique. Et pendant que certains sont en train de siroter leur meilleur cocktail, pendant que d'autres sont à leur 24e reprise de Wonderwall en l'espace de 3 heures, eh ben nous, pauvres masochistes que nous sommes, on doit faire un débrief de ce match 6 et attendre fébrilement la nuit de dimanche à lundi pour avoir un game set des finales NBA. Vous l'aurez compris, cet épisode est un double épisode, débrief du Game 6, preview du Game 7, et pour parler de ce moment historique, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est peut-être un moment unique dans notre vie de supporterisme de basket. Je suis accompagné de Charles et de Tom. Messieurs, comment allez-vous? Ben, après un match pareil, c'est quand même compliqué de dire qu'on va bien. Et quand on sait qu'il va y avoir un Game 7, ben, voilà, on a déjà la tremblote, on a déjà les ongles qui commencent à se faire ronger. Mais on essaie quand même de rester heureux d'être avec vous pour débriefer jusqu'au bout tous les matchs du Thunder et aussi de faire la preview du Game 7. Ouais, on va essayer on va essayer. Bon, ça va, mais ça ira de moins en moins bien jusqu'à lundi 2 heures du matin. Mon état va se dégrader jusqu'à 2 heures, mais pour l'instant ça va. Pas trop dormi et pas très content de s'être levé en pleine nuit pour voir une purge pareille, mais enfin, une purge que d'un côté pour le coup. Mais oui, comme tu l'as dit, Constant, on va assister à quelque chose d'historique pour le coup et comme je l'ai mis dans le LT, parce que oui, j'ai fait le LT, franc succès d'ailleurs, pour le coup, me remerciez pas. Mais ce sera soit une fête incroyable, soit une clim phénoménale. Avoir de la clim, vu les chaleurs qu'il fait, bon, c'est peut-être pas si mal niveau Peut-être pas météo, si mais bon, mal, ouais. voilà. Mais en tant que fan d'OKC, bon, j'aimerais bien une ambiance un peu chaude et un public heureux de voir le champion célébrer devant eux. Oui, je tiens à préciser aussi, effectivement, je vous l'annonce en World Premiere, que je serai au live tweet du Game 7. Je rappelle que j'ai fait le live tweet du match 4 contre les Nuggets, du match 5 contre les Nuggets, du match 7 contre les Nuggets et du match 4 contre les Pacers. Donc là, on sort l'artillerie lourde pour ce Game 7. Là, on envoie le Lucky Charm, on pourrait dire. C'est pas les Celtics, mais bon, on envoie peu. Ce qui pourrait être un porte-bonheur, c'est assez prétentieux de se considérer comme un porte-bonheur, mais on va dire que les résultats du Thunder lorsque je fais le LT me précèdent. Donc voilà, peut-être que ça ne suffira pas pour contrer les trans chamaniques de Pascal Siakam au moment de prier avant le début du match, puisqu'il roule ses yeux tel l'Undertaker. Le bourg est littéralement en transe. Ça se voit quand il postérise Jalen Williams. Mais effectivement, je pense que si je dois vous donner un conseil à toutes celles et ceux qui nous écoutent, après le débrief, bien sûr, déconnectez-vous du basket, sortez. Si vous pouvez, allez prendre l'air, il fait beau, il fait chaud, allez écouter encore une fois les 403 groupes qui jouent Wonderwall à la gratte, il y en a forcément un chez vous, il y en a un dans toutes les villes de France, enfin profitez, mais n'essayez pas de vous focus sur le basket, sinon vous allez devenir fou jusqu'à lundi 2 heures, et puis voilà, ça ne reste que du basket, c'est un peu une phrase de loser de dire ça, mais il y a des choses bien plus graves qui se passent actuellement pour un simple Game 7, même si bien évidemment ça m'empêchera pas de faire dans mon caleçon au moment du tip-off. Sur ce, on va débriefer ce match 6. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. Profitez-en. Il reste un débrief après celui-ci. Il en restera un. On le fera peut-être dans les cris de joie ou dans les larmes. On verra bien comment ça va Il y se aura des passer. pleurs dans tous les cas, je pense. Il y aura des pleurs dans tous les cas. Pas devant la caméra, pas devant la caméra. Peut-être pas devant la caméra. Je n'accorderai pas ce privilège aux rapaces si jamais ça perd au Game 7, que je pense seront nombreuses et nombreux. Non, mais n'oubliez pas de vous abonner partout, de mettre des pouces, des commentaires. Voilà, on va pas se mentir, on est exténué, on n'en peut plus de ce run de playoff et il va falloir encore jouer le match le plus important de l'histoire de la franchise, le match le plus important de notre vie de supporter, de notre vie encore une fois. Donc voilà, il en reste un après celui-ci, mais avant, faut parler de la purge. Et je ne parle pas du film, je parle bien de ce match 6 entre OKC et Indiana. OKC qui s'est fait démolir la tronche face aux Pacers. Ce qui est bien au moins avec ce match-là, c'est que tu n'as pas eu l'espoir d'être titré. Tu vois, il y a eu 10-2. À ce moment-là, tu t'es dit, peut-être qu'ils vont couler, parce que tu sens que du côté des Pacers, le début de match est loin d'être idéal. Et puis après, tu livres ta pire performance offensive de la saison.
Ah, wow. C'est peut-être même ton pire match des playoffs, hein. Le moins 42 face aux Wolves pique quand même, mais celui-ci, vu le contexte et vu l'investissement dans lequel s'est ramené le Thunder, c'était quand même assez scandaleux. Le point que je voulais aborder sur cette défaite du Thunder, c'est le début de match. OKC débute avec un 10-2, tu sens que du côté des Pacers, il y a un petit peu de fébrilité, je crois qu'ils sont à 0 sur 5 à 3 points. L'attaque du Thunder commence un petit peu à scorer, il y a 4 points de suite de J-Dub, il y a Chet qui commence à trouver un petit peu de rythme, et puis il aura suffi d'un panier de Pascal Siakam sur rebond offensif, plus d'un N1, pour que les Pacers, d'un coup d'un seul, se mettent à jouer sur un nuage, hein, on va pas se mentir. Ils ont joué sur un nuage en première mi-temps défensivement, puis en deuxième mi-temps offensivement, en tout cas sur le troisième quart-temps, si on exclut le début de troisième quart-temps affect où les équipes mettent pas un panier. Qu'est-ce qui peut potentiellement expliquer pas cette fébrilité du Thunder, pas ce côté un petit peu laxiste, mais en tout cas le fait que tu avais très très bien débuté, et puis la machine s'est complètement enrayée en l'espace de quoi, 90 secondes. Ouais, clairement. Clairement, tu as déjà bien résumé, mais voilà, le Thunder s'est pointé sur les premières minutes du match. Après, je sais pas quelle équipe c'était, mais moi, j'ai pas vu OKC jouer. Voilà, ils sont tous partis. Mais non, quelque chose d'un petit peu incompréhensible. Alors oui, le début de match est bon, mais c'est pas non plus le meilleur début de match de OKC. Surtout, je trouve les Pacers qui ont rien mis dedans et t'aurais même pu encore plus profiter de cette, on va dire, combo maladresse et juste un petit peu quelques minutes à se mettre dedans par les Pacers. Mais ouais, une fois qu'Indiana a commencé à mettre des paniers, toi, tu as été incapable de répondre offensivement et aussi incapable de tenir le coup défensivement parce que déjà, premièrement, certes, la défense, ça n'a pas été le premier problème, mais dans le premier quart-temps, tu sens que les joueurs tiennent pas leur duel sur les 1 contre 1, ça se fait passer. Tu as beaucoup plus de possibilités d'extra passe. En fait, tu as vraiment les Pacers qui ont pu installer leur jeu comme ils savent le faire, comme ils l'ont très bien fait sur tous les playoffs, dans une défense de Kessie qui normalement a les capacités et a les ressources pour l'arrêter, pour la stopper. Là, tu as clairement eu une domination offensive d'Indiana. Et de l'autre côté, tu as clairement été incapable de créer quoi que ce soit. Et encore, dans le premier quart-temps et deuxième quart-temps, c'est pas là où c'était le pire. C'est bien ça le problème, hein. On reparlera peut-être après du troisième quart-temps qui a été absolument calamiteux offensivement, avec Pour plus le de 6 deuxième minutes, aussi, je hein. crois, sans points marqués. Mais ouais, au début, tu tenais un petit peu par des isolations de Shea, de J-Dub, même si Shea a mis du temps à se mettre dedans, qui a fait que perdre des ballons et ne tentait pas un seul tir. Il marque quelques points en fin de premier quart-temps et il score un petit peu au deuxième quart-temps. Donc, tu arrives un petit peu à pas te prendre une valise de points et à rester à, je sais plus, 10 points par là. Mais à part ça, ton attaque est complètement stérile. Aucun jeu proposé. C'était lamentable. Ouais, c'était honteux, hein. C'était honteux l'attaque d'OKC parce que l'entame de match défensive est quand même bonne parce que Indiana fait quand même n'importe quoi en attaque, ça on est d'accord, mais tu vois que le Thunder arrive à les faire déjouer quand même en début de match. Tu as notamment quelques possessions où tu as Chet qui est plutôt bon. Alors, on va pas beaucoup dire que Chet a été plutôt bon, hein, dans ce podcast, je vous avoue. Mais là, pour le coup, sur l'entame de match, défensivement, il y avait quelques possessions où il avait un vrai impact. Pour le coup, et tu commences avec un 10-2 parce que Indiana met rien dedans et Jalen Williams, il était sur la lancée de son match 5 et il a commencé tambour battant. C'est peut-être le seul moment du match où on a vu des trucs offensifs sympas à regarder, à peu près sympas en tout cas. C'était Jalen Williams qui se créait des accès pour scorer. Mais ouais, dès qu'Indiana commençait à remettre dedans, alors déjà quand ils ont remis dedans, ils se sont mis à prendre feu d'un coup. C'était tout ou rien, quoi. Ils ont rien mis pendant 3 minutes et après ils mettaient absolument tout. T'as Rodney Smith qui met un 3 points à un moment donné. Complètement dingue. Enfin, les mecs prennent leur rythme d'un coup. Et personnellement, en direct, dès le premier quart-temps, on voyait déjà qu'OKC était en galère et t'es mené que de 3 à la fin du premier quart, mais c'est un peu miraculeux, hein, parce que pour le coup, c'est vraiment grâce à tes individualités que tu arrives à scorer un peu offensivement. Mais ouais, l'attaque a jamais été dans le coup. Et en fait, ta défense était bien en début de match quand Indiana était maladroit. Mais dès qu'Indiana a réussi à trouver du rythme et de l'adresse, pareil, là, ta défense a commencé à se déliter. Et t'as jamais vraiment réussi à faire déjouer cette attaque d'Indiana. Donc ouais,
le premier quart, j'ai l'impression que le premier quart a un peu retardé l'échéance, entre guillemets, même si ça paraît un peu tôt de dire ça, mais quand on voit la suite, c'est plutôt l'analyse que j'en ferai, c'est que premier quart-temps, tu t'en sors très bien, mais tu n'arrives pas à en profiter. Dès qu'Indiana commence à se lancer offensivement, c'était clairement la meilleure équipe sur le terrain. Même le début de deuxième quart est relativement correct offensivement pour le Thunder. T'as un vrai trou d'air au milieu du premier quart-temps qui correspond aux minutes sans Shai Gilgeous-Alexander, où là pour le coup il se passait plus rien à partir du moment où Shai était pas là. Shai revient sur le quart-temps parce que Mark Denhold sent qu'il y a danger. Il commence un petit peu à s'énerver sur la fin de quart-temps en mettant quelques jumpers justement et en commençant un petit peu à sanctionner. OKC revient grâce au jumper de Shai Gilgeous-Alexander et puis il ressort. Au moment où il ressort, il y a 32-31 pour les Pacers. Il revient, et déjà, il y a 41-33. Donc, tu t'es pris un petit 9-2 pendant ce temps-là. Puis bon, à la fin du second quart-temps, tu vois, vous parliez du fait que le troisième quart-temps était absolument immonde offensivement. Moi, le deuxième est limite pire que le troisième parce que tu as quand même un stretch où, du coup, comme j'ai dit, il y a 34-33 Pacers. À la mi-temps, il y a 42-64. Donc, il y a un 39 pour finir le deuxième quart-temps, un truc absolument immonde avec. Il y a un 17-2, je crois, dans le deuxième quart-temps. Il y a un 17-2, ouais. Puis il doit y avoir un 9-0 pour finir le quart-temps aussi, ou quelque chose comme ça. Le troisième quart-temps, en tout cas, pendant que Charlie active ses notifs. C'est un homme occupé. C'est Chet Holmgren qui lui envoie des messages, attention. Non, mais blague à part, je trouve que déjà il faut parler. Pour moi, il y a 3 points tactiques à revenir. Et Tom, je vais te lancer là-dessus. Tu pourras évoquer celui qui te plaît le plus. Mais premier point, Indiana a arrêté de faire de la presse tout-terrain sur les remises en jeu. T'as envie de te dire, normalement, si tu fais si tu fais moins de presse tout-terrain, t'es censé perdre moins de ballons. Raté. Pourquoi ? Parce que ça m'amène à mon deuxième point. Shai Gilgeous-Alexander n'a jamais vu autant de double team que sur ce match-là. Et pour le coup, plus on avance dans la série, plus Shai Gilgeous-Alexander est mauvais pour gérer les double teams. Et là, pour le coup, les double teams venaient dans le dos. Donc, quand Shai Gilgeous-Alexander faisait du post-up, c'était soit TJ McConnell, c'était soit, je sais pas, Mathurin. C'était ces types de joueurs mais Smith aussi, bien sûr. C'était ce type de joueurs qui venaient amener la double team sur Shai Gilgeous-Alexander. Et déjà que Nembhard a fait un très bon boulot sur Shai pour lui piquer des ballons, dès qu'il y avait la double team, c'était catastrophique. Et troisième changement majeur entre le Game 5 et le Game 6, Pascal Siakam sur J-Dub, et là pour le coup, J-Dub, il n'a pas pu profiter des mêmes espaces que Aaron Nesmith et ça a été très compliqué. Donc Tom, tu peux revenir sur le point que tu as le plus envie d'évoquer en premier lieu, mais pour moi c'est les 3 changements principaux entre le match 5 et le match 6 et c'est des adaptations que le Thunder n'a pas du tout su contrer sur ce match 6. Oui, moi je partirais sur Shai parce que c'est le point qui m'a le plus choqué honnêtement, c'est oui, ils ont changé leur plan défensif sur Shai. Et effectivement, tu vois, tu parlais de pas mal de joueurs, de pas mal de joueurs qui se relayaient entre guillemets pour venir en aide. T'as tout le temps Nembhard qui était devant Shai. Lui, pour le coup, venait jamais en aide parce que c'était lui la match-up, et c'est le seul qui arrive à freiner à peu près chez Gilgeous-Alexander. Ça dépend des matchs, mais c'est le seul qui a réussi. Aussi un peu. Siakam un peu, mais tu vois, c'est plus par séquence Siakam pour le coup, ou sur un switch ou ce genre de choses. Là où Nembhard, c'est vraiment la match-up attitrée sur Shai et où il taffe quand même Nembhard pour le coup. Il fait un bon boulot sur Shai globalement, même sur ses finales. Donc ouais, mais t'avais tout le temps Nembhard face à Shai, mais oui, effectivement, j'ai en tête une interception de McConnell. Bon, j'ai beaucoup en tête TJ McConnell de toute façon sur ses finales NBA parce que le mec est phénoménal, mais oui, j'ai en tête une interception de McConnell sur Shai qui est un peu près du panier à 45 à gauche où il se fait freiner, il subit un peu le contact et McConnell derrière vient gratter la balle. T'as même, je crois que t'as une action, c'est Obi Toppin aussi à un moment donné. Enfin, ils se relayaient un peu tous pour venir en aide et ouais, ils ont beaucoup mieux défendu Shai et ça hyper bien payé pour Indiana parce que il y avait aucune solution qui était trouvée, notamment par Shai pour servir les role players, pour apporter du mouvement de balle et essayer de casser ce plan de jeu défensif d'Indiana qui du coup a hyper bien fonctionné. Quand tu regardes la première mi-temps, Shai finit à 15 points, il score quand même pour le coup, t'en parlais dans le début de deuxième quart, là où il faisait une entame de match où il était invisible. Immonde. Pour le coup. Si, on le voyait bien, il perdait des ballons tout le temps. Il perdait des ballons, on le voyait pas trop tirer au panier. Mais le début de second quart était mieux quand même, fin de premier, début de second quart, il commence à avoir un peu de rythme, mais malgré ses 15 points, il perd 5 ballons et franchement il y a un déchet énorme de la part de Shai, pour le coup. Et quand tu regardes ne serait-ce que le deuxième quart-temps, tu regardes la scoring board d'OKC,
t'as aucune passe décisive, t'as 17 points marqués, et les deux seuls joueurs qui marquent des points, c'est J.W. Shea. Les role-players n'ont servi à rien. Offensivement, dans le second quart-temps, ils ont été totalement inexistants. Et ouais, t'as jamais réussi à trouver une solution face à ça. Tu vois, t'as très peu, je trouve, essayé de varier. Bon, là, je dévie un peu du cas Shea, mais t'as très peu essayé de varier, d'apporter un autre playmaker à côté, un Ron Wiggins, je sais pas, toi, si t'avais envie de tenter Jay Mitchell, j'en sais rien. Bon, on a eu quelques fois Chet balle en main, mais c'était pas très convaincant. Mais voilà, mais t'as très peu essayé d'apporter des solutions pour avoir un autre gars qui initiait l'attaque au lieu de Shea et d'avoir Shea servi plus près de ses spots pour déclencher ses tirs. Et du coup, ouais, tu t'es absolument pas adapté au plan de jeu défensif d'Indiana, qui a très bien été exécuté. Et bon, Rick Carlisle, le coaching plus ce collectif très bien huilé, on se doutait qu'ils allaient tenter des choses pour essayer de freiner OKC, et ça a très bien marché pour eux. Mais même là où c'était le plus visible, c'était vraiment sur les séquences où Shea jouait son post-up baseline, un petit peu son arme fatale. Tu le laissais un petit peu poser son premier dribble. Donc, tu avais Nembhard sur lui, et après, tu avais directement le deuxième joueur qui venait trapper. Moi, en tête, j'ai Nesmith qui lui pique un ballon. Il y a même Shepard qui parfois allait aussi trapper. Enfin, ils sont tous, comme tu l'as dit, bien alternés. Et en fait, sur ces moments où tu avais besoin d'avoir des points, d'avoir un panier, donc ce play que Shea maîtrise à la perfection, il n'a même pas pu le jouer parce qu'il se faisait trapper. Et après, on a beaucoup loué le playmaking de Shea, notamment au dernier match. Là, pour le coup, sur les prises à deux, les lectures, c'était pas bon. Et il y avait aussi un manque de disponibilité de la part des role-players, peu de connexion. Enfin voilà, de toute façon, le passing game de ce match est absolument famélique. Je crois qu'il y a 14 passes décisives sur le match, sachant qu'il y a 8 dans le quatrième quart-temps. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Ça il y en fait a 3 en passes première décisives mi-temps. en 3 quart-temps. 3 en première mi-temps, des passes décisives. Voilà. 3 passes décisives, sachant qu'au dernier match, on avait, je crois, plus de 15 en première mi-temps. Première mi-temps qui offensivement était parfaite. Voilà, le meilleur passeur du match, c'est Jay Mitchell. Je pense que ça fait un bon résumé sur à quel point le passing game de ce match était absolument désastreux. Et tu parlais, Constant, tout à l'heure du fait que les Pacers avaient cessé de presser tout terrain les joueurs de Thunder. Une tactique qui s'était avérée quelquefois payante avant pour générer des turnovers. Là, ils ont arrêté. Ils ont généré encore plus de turnovers parce que le Thunder perd 21 balles. 21 ballons, c'est énorme pour une équipe comme Thunder qui a l'habitude de prendre soin de la balle. Et on parlait tout à l'heure de la sortie de Shea qui avait fait très mal. Je crois que tu perds 3 ballons de suite. Alors parfois, c'est même pas des pertes de balles directes, c'est Caruso qui s'énerve contre Nesmith. Enfin, voilà, il y avait quand même pas mal de nervosité et d'agacement dans ce match de la part des joueurs de Thunder qui n'étaient pas prêts à fouler le parquet. Mais ouais, énormément de pertes de balles, même sur le premier carton, du mal à dribbler, se dribbler sur les pieds. Il y a plein d'actions où on est proche de perdre des balles et on arrive à les récupérer parce qu'on n'arrive pas à dribbler. Enfin, vraiment un manque de concentration qui s'ajoute à une défense des Pacers qui a été maligne et qui s'est bien ajustée. Et ça fait que c'est impossible de développer un quelconque jeu offensif. C'est dans ce match ou c'est dans un autre match où il y a une interception de McConnell sur une passe remise en jeu? Ma mémoire commence à flancher. Non, c'est pas sur ce match, mais il y a une interception. Il y a une perte de balle honteuse de J-Dub. Il y a une interception de McConnell, mais c'est pas sur une remise en jeu, tu sais, c'est sur une relance de J-Dub. C'est sur une relance, en tout cas, il y a une interception de McConnell. Oui, c'est sur une relance de J-Dub. McConnell qui est le plus petit joueur qui lève les bras et qui arrive à l'intercepter. McConnell qui prend un rebond offensif sur Hartenstein aussi. Ouais. Ça c'était du très grand art aussi. On n'a même pas reparlé du rebond offensif, mais c'était encore catastrophique. Oui, de toute façon, il y a assez peu de choses positives à tirer de ce match du Thunder, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tirer des leçons justement de ce match. Non, en fait,
sur l'incapacité du Thunder à créer un jeu offensif, j'ai envie de dire que ça peut nous amener doucement mais sûrement sur le cas de Chet Holmgren qui, bon, heureusement que Pierre n'est pas là. Visiblement, chacun a son némésis dans l'équipe. Moi, on va dire que c'est Jalen Williams où je n'ai pas été tendre avec lui et je suis très exigeant. Pierre, c'est plutôt Chet qui, là, dans son viseur, a raison et parfois a tort. Je m'expliquerai sur le cas après, mais moi, je trouve, vous parliez de la performance de Shai Gilgeous-Alexander que moi, je trouve immonde. Immonde. Honnêtement, elle est immonde. Pourquoi elle est immonde? Parce que euh, tu sentais qu'il voulait scorer. Et tu sentais que, limite, il cherchait plus le Finals MVP que le titre. Tu vois, genre, je score à outrance. Et franchement, le nombre de mauvais choix que Shai Gilgeous-Alexander a pris au scoring, notamment dans le deuxième quart-temps, est assez aberrant. Le nombre de mauvaises lectures et l'absence de lecture qu'il a pu faire en première mi-temps est assez aberrant pour son niveau de jeu. Je trouve vraiment que c'est censé être ton dépositaire du jeu en attaque. Donc si le moteur ne tourne pas bien ou si le rythme est pas bon, c'est parce que lui est pas dedans. Et quand il termine à 2 passes décisives, alors je veux bien que les coéquipiers mettent pas dedans, mais il doit aussi participer. Et ça amène au point Chet Holmgren, et je vous lancerai juste après les gars, en disant que est-ce que Chet fait un bon match? Clairement pas. Est-ce que Chet a fait un bon match 5? Clairement pas non plus. Il nous frustre. Chet, depuis qu'il s'est fait la cheville, parce qu'il faut pas oublier qu'il a quand même la cheville en vrac, même si c'est pas une excuse, puisque visiblement Haliburton peut jouer avec un adducteur en vrac et galoper tel un cheval gagnant le prix d'Amérique. Chet est à 6 sur 24 sur ses 2 derniers matchs, sur le match 5 et sur le match 6 en cumulé. Il y a un manque de QI qui est assez évident dans la prise de décision de Chet. Il y a un manque de handle qui est assez évident dans le dribble de Chet. Il y a un manque de force qui est assez évident dans les drives de Chet. Là où je mettrais un petit peu mon holà, ou là où je le dédouanerais, pas sur le QI basket, mais il a pas de situation dans le locker spot, il a pas de situation en lob threat. Si, il en a une situation en lob threat et il loupe le dunk. Donc ça, pour le coup, ça pique un petit peu. Mais voilà, je trouve que Shai Gilgeous-Alexander est plutôt bon en termes de playmaking pour servir des extérieurs en drive and kick. Par contre, il est très mauvais pour servir des intérieurs. Et je trouve que Chet, sur cette série, déjà, il est pas très bon sur son dribble. Déjà, Miles Turner défend plutôt bien sur lui, mais en plus, il a personne globalement pour l'aider, pour lui amener un lob de temps en temps, etc., etc. Il est pas forcément dans les bons spots pour recevoir les lobs parce qu'il écarte. Son tir à 3 points, tu sens qu'il est carbo parce qu'il se fait contrer deux fois dans le match parce que sa gestuelle est extrêmement lente. Tu sens qu'il est fatigué, mais voilà, je trouve qu'il n'est pas aidé non plus par l'absence de playmaking des guards d'OKC qui lui empêche d'avoir des points faciles pour le mettre en confiance, quoi. Bon, c'est un match quand même très mauvais de la part de Chet. Le fait de se faire contrer par Larso sur la passe à Léo d'Hartenstein, qui est une très bonne passe, pour le coup, Hartenstein, c'est super ce qu'il fait pour le coup. Et il a apporté 2-3 trucs, Hartenstein, c'est loin d'être le pire sur ce match. Pour le coup, il y a bien pire. Il a essayé au moins, notamment dans le troisième quart-temps. Mais oui, il se fait contrer quand même par Larso là-dessus. Mais je suis assez d'accord, c'est que Chet, c'est un intérieur dépendant de la création de ses coéquipiers. C'est pas, je sais pas, il y a qui a un intérieur qui se crée ses propres tirs. Pas Karl Anthony Towns, quoi. Voilà, Karl Anthony Towns, sans parler même des MVP, mais oui, voilà, Karl Anthony Towns, Victor Wembanyama, tu vois, potentiellement, parce que c'est un peu à lui qu'il est comparé, parce qu'ils ont commencé leur carrière NBA au même moment, entre guillemets, c'est pas la même QV, mais ils ont joué leur premier match au même moment. Mais oui, il est dépendant de la création des extérieurs, Chet, c'est un intérieur plus conventionnel, entre guillemets. Donc c'est sûr qu'il fait un très mauvais match, que ses choix balle en main sont catastrophiques. Franchement, ouais, faut moins lui donner la balle quand même à la création. Même quand tu es dans des galères de création comme ça, faut la donner à des extérieurs qui sont un peu plus sûrs au niveau du handle. Tu vois, il y a quelques flashs. Il y a même dans ce match, je crois que sur le premier quart-temps, je crois que Chet il met un spin move à un moment donné. Ouais, début de match. Là. Ouais, voilà, début de match. Tu dis ouais, cool, ok, mais donne-lui quelques situations comme ça où il est déjà en plus sur son 1 contre 1 assez près du panier et pas quasiment à la ligne à 3 points, quoi, où il doit vraiment se créer sa séparation et aller au panier. Ça, il n'en est pas capable, Chet, encore. Et il en sera peut-être jamais capable pour le coup. Donc oui, il fait un très mauvais match quand même. Il est catastrophique, mais il est franchement pas aidé par le contexte positif. Et je suis assez d'accord sur le fait que notamment quand t'as Shai Gilgeous-Alexander qui est ton dépositaire de l'attaque et qu'il a les yeux rivés sur le panier et qui fait 8 turnovers, bah, ça aide pas, quoi. Ça aide pas les coéquipiers. Certes, les role players autour ont été inexistants, mais ils sont pas aidés aussi par les prises de décision de leur leader, notamment Shai, qui est celui qui doit remettre de l'ordre quand l'attaque elle est en
en galère comme ça, surtout que Shea, quand on voit les playoffs de Shea, on a noté notamment les progrès au playmaking au fur et à mesure des playoffs, notamment dans la série contre Denver, il y a eu un petit cap qui était passé, ça s'est confirmé après sur les autres séries, notamment même sur ces finales NBA, hein. Juste se rappeler du Game 5, hein. Mais voilà, sur ce match-là notamment, si on devait sortir un fautif, certes Chet a vraiment pas été bon, mais Shea, je trouve, a quand même plus de responsabilité là-dedans, parce que c'est lui le dépositaire de l'attaque et c'est lui qui est censé faire briller ses coéquipiers. Ouais, bah de toute façon vous avez été complet sur Chet et là où c'est dommage, c'est que l'adresse à 3 points, c'est pas qu'elle est pas bonne, c'est qu'elle est vraiment ignoble sur cette série de playoffs. Là où on avait quand même espoir qu'il puisse apporter dans ce compartiment du jeu, même si on n'a jamais été très serein sur l'adresse à 3 points de Chet Holmgren, on s'attendait quand même pas à ce qu'il tourne à 11% à 3 points. Voilà. Là, vraiment, on n'a plus envie de le voir shooter à 3 points. Et comme tu l'as dit, il se fait contrer. C'est des mauvais tirs. Il est fatigué. Et du coup, au lieu de prendre ses tirs, il va faire des mauvais drives. Enfin, c'est vraiment compliqué ces derniers matchs pour Chet Holmgren. Et bon, bah voilà, vous l'avez dit, c'est pas que de sa faute, mais à un moment, c'est quand même important de le dire et de le blâmer. Et globalement, de toute façon, dans ce match, il n'y a pas grand monde qui a été au niveau. Un petit peu de Jalen Williams, même si au troisième quart-temps, chez Jalen Williams, ben, je sais pas où ils sont allés. Ils sont peut-être allés fêter la fête de la musique en France. Mais ouais, c'était une disparition. Le banc, pareil, complètement disparu. Avant le quatrième quart-temps, je crois que c'est 6 points du banc pour OKC et 31 pour les Pacers. Voilà. Pas de Caruso cette fois, pas de Kayson, Kenrich, pareil. Enfin, globalement, tout le monde était aux abonnés absents. Il y a très peu de moments où on a réussi à se dire ah bah ce role player peut faire la différence. Un 3 points d'Isaiah Joe, allez, pourquoi pas, une fois qu'on est à moins 25. Mais non, c'était vraiment un jour sans pour tous les joueurs du Thunder et un match pas à oublier parce qu'il faut tirer les leçons, mais un match vraiment terrible. Est-ce qu'on parle de ce début de troisième quart-temps? Je pense qu'il faut On y est aller. obligé. Sur les 7 minutes. On est obligé parce que en fait, c'est un peu un problème que moi je peux évoquer, enfin que j'évoquerai quand on fera la preview du Game 7, c'est que bah, la défense des Pacers, elle est bonne. Elle est très bonne. Mais elle est encore meilleure quand tu peux verrouiller la raquette et quand tu sais pertinemment que les mecs vont pas sanctionner à 3 points derrière. C'est-à-dire que, ouais, ok, la défense est excellente, il n'y a pas de problème. Hein. Ils ont provoqué 16 turnovers en 3 quarts-temps. Mais bon, chez Gilgeous Alexander, il a pas ses accès au cercle. Déjà, il les a quasiment pas eu de toute la série parce que bah, il verrouille la raquette, parce que t'as personne qui est capable de mettre un 3 points. Ok, ici, t'as combien? 2 sur 17 à un moment? 1 sur 16? Je sais 2 plus. sur 18. Il y a un 2 sur 18 à un moment donné. Ah, c'est Paul George en match 6 face au Jazz, ça je reconnais. Ou c'est John Starks en Game 7 de finale NBA, attention. Mais non, mais je trouve que c'est le troisième quart-temps, en fait. Ok, ici, mais rien, 3 points en première mi-temps. T'es à 1 sur 11 à 3 points à la fin de la première mi-temps. Et les gars se sont dit, ok, on va tenter que des tirs à 3 points. T'avais l'impression que chaque tir tenté, c'était un tir à 25 points, quoi. C'est au lieu de grignoter, tu tentais le home run en disant, ah, vas-y, si on rentre un tir, ça y est, on revient à égalité. Donc voilà, je trouve que le process en attaque sur ce début de troisième quart-temps est absolument catastrophique. Tu restes plus de 7, enfin, quasiment 7 minutes sans marquer entre la fin du deuxième quart-temps et le début du troisième quart-temps. Là, pour le coup, on est à un niveau offensif qui est catastrophique. Quand bien même le Thunder a passé l'intégralité de la saison à essayer de mettre en valeur le passing, etc., etc. Là, bah justement, il se passait plus rien. Je sais pas si. Ouais, non, mais c'est Terrible. Allez-y, vas-y, Charlie. Vas-y. Non, mais comme tu l'as dit, tu finis la mi-temps à 42 points. Il reste 7 minutes dans le troisième quart-temps, tu es encore à 42 points, quoi. C'est quand même terrible. Et alors certes, t'arrives pas à créer du jeu offensif sur jeu placé, c'est vraiment pitoyable. Mais encore une fois, c'est quand même relié à ce qui a fait la force d'OKC toute l'année et sur ces playoffs. Tu as été incapable de trouver du rythme en créant des turnovers et en créant du jeu rapide, des paniers en transition. Ça, tu l'as pas vu une fois, je pense, dans le match.
n'y a pas un moment où on a réussi à stopper cette attaque des Pacers en coupant les lignes de passe, en interceptant des ballons et tout simplement en créant du rythme et en réussissant à gratter un petit peu à réduire un petit peu l'écart en trouvant des paniers faciles. Ça, tu l'as pas vu une fois. Et après, tu te retrouves dans un jeu placé complètement stérile où les Pacers sont malins, te bloquent chez Gilgeous Alexander, te mettent Siakam sur J-Dub, qui sont incapables de créer, et des role-players qui sont là à juste tenter des 3 points à tout va. Bah, c'est sûr que c'est compliqué de gagner un match comme ça et de fournir une bonne performance offensive. Vous voulez la stat du Thunder en points par possession sur demi-terrain sur ce match pour 100 possessions? 73.4. Vous voulez la stat des Pacers sur demi-terrain pour 100 points par possession? 78.6. Les deux équipes ont été atroces sur jeu de demi-terrain, sauf que les Pacers jouent 23,5% de leur possession sur de la transition, et là pour le coup ils sont à 166 points sur 100 possessions, là où le Thunder n'a joué que 6,2% de ses possessions sur transition. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est les turnovers et le jeu de transition qui a été fatal au Thunder, parce que oui, il y a un moment, c'est ça que je trouve absolument hilarant. Je crois que dans le deuxième quart-temps, on est à un moment où il y a plus 14 ou plus 15 Indiana, et les deux équipes ont le même pourcentage au tir, 38%. C'est juste qu'Indiana a marqué genre 7-3 points de plus, donc l'écart il se trouve là, mais sinon l'attaque d'Indiana sur demi-terrain est pas bonne quoi. C'est juste que tu leur as donné tellement de cadeaux avec tes turnovers, et toutes les stats que je vous ai citées, c'est avant le garbage time, donc avant les 9 dernières minutes du match, pour pas qu'on dise oui mais c'est parce qu'il y a eu James Johnson qui a joué, qui est venu foutre un bourre-pif à un joueur d'OKC que les stats ont baissé. Non, c'est avant le garbage time, donc ouais, t'as donné des points avec tes turnovers. Et puis j'allais y venir. Alors en plus oui, tu vois dans ce début de troisième quart-temps où Indiana est pas bon du tout. Hein. Vraiment le premier panier arrive au bout de 4 minutes. Hein. Il y a un temps mort, Mark Daigneault, au bout de 4 minutes dans le troisième quart, tu t'es pris un run de 2-0. Vraiment, c'était je crois que c'est les pires minutes que j'ai vues de ces playoffs. Hein. Vraiment, c'était horrible offensivement, il se passait rien. Mais des deux côtés. Et oui, Indiana était pas spécialement hyper performant offensivement, et dans ce début de troisième quart, il te laissait peut-être pas une porte entrouverte non plus, parce qu'il y avait quand même 22 points d'écart à la base, mais tu te disais, ouais, tu trouves un peu de rythme, tu reviens, tu sais, un peu sous les 15 points, tu fais un petit run. Ah, attention, tu peux commencer à y croire, quoi. Là, même pas, quoi. T'as pas mis un panier. Et du coup, bah, pour appuyer ce que tu dis, Constant, bah, tout bêtement, t'as perdu le jeu des possessions, qui fait ta et force des mathématiques. Et t'as perdu, voilà, le jeu des mathématiques. Alors, tu prends 18 tirs de 0 moins. sur 20. C'est vraiment catastrophique, quoi. Tu prends 18 tirs de moins, et là aussi, le garbage time a pas eu d'impact, hein, pour le coup. Hein. C'est pas là que ça s'est joué. Hein. Parce que t'as quand même fait... t'as gagné le quatrième quart-temps de 13 points. Hein. T'as failli réduire l'écart en deux. Hein. Attention. C'est vrai parce que quand tu regardes le score final, tu te dis pas qu'il y a eu moins 30 au bout de 3 quarts-temps et qu'en fait le match est affreux. Parce que moins 17, tu dis, c'est une victoire solide d'Indiana, mais c'est pas un blowout, quoi. Si. si, il y avait moins 30 sur le buzzer beater de Shepard, d'ailleurs, monstrueux. Non, mais là aussi, juste, je fais 15 secondes sur ça avant de te redonner la parole. Ça montre à quel point ils sont sur un nuage au bout d'un moment. Alors, t'as le poster de Siakam sur J-Dub, la fin de deuxième quart-temps, avec la fausse no look pass à Liberton, bien évidemment, la spéciale. Le poster, il est gigantesque, et le 3 points de Shepard, tu fais, bon, allez, vas-y, là, c'est bon, ok. T'as limite, tu te dis, putain, je suis content que ça arrive sur ce match-ci, c'est pas sur le Game 7, même si, on connaît leur magie noire, ils sont capables de le faire sur le 6 et sur le 7. Hein. Ah, j'imagine même pas la transe de Siakam au match 7, hein, parce que t'as vu l'état dans lequel il va convulser, là, je pense. Là. Il va arriver avec une cape de mage, ça va être n'importe quoi. Il va arriver avec son bâton, là, tel Gordache, là, il va faire attention. Ah, ça va être quelque chose. Hein. Mais oui, voilà, en gros, t'as tout perdu. Voilà, t'as pris 18 tirs de moins, alors que dans le garbage time, t'as pas pris d'éclat dans le garbage time, quoi. Ça pas eu, t'avais déjà tes 18 tirs de moins avant le garbage time. Comme tu l'as dit, on a perdu le jeu des mathématiques aussi, où Indiana met quasi deux fois plus de 3 points que toi. Ils en mettent 15, t'en mets 8. Voilà, c'est ça. Donc ils mettent quasiment le double de tes tirs à 3 points, ils provoquent autant de lancers, alors sachant qu'ils en ont raté pas mal. Tu perds 2 fois plus de ballons qu'Indiana, enfin vraiment. Oui, il y avait 6 mais 5-3 points dans le quatrième quart-temps. Oui, quand même. Oui, en plus, oui, parce que comme on l'a dit, il y avait 2 sur 18 à un moment donné dans le match, vraiment, c'était.
C'était ignoble. Hein. Pour le coup, t'as pas mis les ingrédients. Et comme on l'a dit, oui, Indiana était en feu. Tyrese Haliburton, j'aimerais bien diminuer comme lui d'ailleurs, hein, parce que soi-disant, il pouvait pas jouer le match 6. Il galopait bien quand même. Hein. Il prenait des bons appuis quand même hein, sur son adducteur. Hein. Mais tant mieux. Les petites injections, c'est pas facile à dire. Les petites injections qui marchent bien pour Tyrese Haliburton. On verra si ça marchera pour le match 7. Mais effectivement, Aaron Gordon, il cavalait pas aussi bien. Hein, il y a peut-être eu, parce que franchement, pour qu'il gavale à ce point-là, il y a peut-être eu un petit peu d'intox en mode, il va peut-être pas jouer, machin. Mais il est comme diminué, après le Game 2, quoi. Il est diminué, parce que tu vois son temps de jeu, tu vois qu'il essaie un peu de le manager, tu vois que en début de match, notamment, il hésite un peu. Il y a un moment où il a une séparation qui est créée face à Chet, où il peut déclencher son 3 points, et il hésite un peu à appuyer sur sa jambe pour déclencher. Il est diminué, hein, à Haliburton. Je pense pas qu'il était que Indiana était en mode en game time decision. Est-ce que Haliburton va jouer? Peut-être eu un petit peu d'intox, mais tant mieux. Alors, on préfère affronter des joueurs plus en forme que prévu pour le coup. On espère, on veut affronter les effectifs le plus au complet possible. C'est ça qui est le plus intéressant. Donc tant mieux pour le coup qu'Haliburton soit en meilleure santé que ce qui était annoncé. Oui, même si c'est ça. Après le Game 2, ça on faisait des caisses en disant il boite machin pour au final nous sortir un Game 3 superbe. Après le match 5, ça nous en fait des caisses là pendant 48 heures pour qu'au final ils nous sortent un match 6 superbe. Donc j'ai envie de dire que c'est pas il faut arrêter quoi. Au moins il y aura pas de match 8, donc tu pourras pas dire Haliburton est blessé, ça retourne à Indiana et puis en fait il refait un bon match quoi. C'est tout ou rien sur ce Game 7. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match ou est-ce qu'on peut passer au match de notre vie? Je pense qu'on en a bien assez parlé. Ouais, c'est suffisant, ouais. Moi, j'ai juste une dernière stat à vous sortir. Jeline a marqué plus de 3 points sur les finales que Chet. Voilà. Le Game 7, c'est dans la nuit, donc de dimanche à lundi. Ce sera à 2h du matin. Ce sera au Paycom Center. Les stats, je peux vous les sortir. Hein. Les équipes à domicile, elles sont en 14 victoires, 5 défaites sur des Game 7 de finale. Le Thunder étant 10-2 à domicile, tu perds 2 matchs au buzzer, 2 matchs que tu dois gagner. Enfin, quasi au buzzer. Sur des game winners, 2 matchs que tu dois largement gagner. Le Thunder a le meilleur différentiel de points à domicile sur toute une campagne de post-season de l'histoire NBA. Le Thunder a pas perdu 2 matchs de suite de post-season. Le Thunder a été sur les 3 matchs de Oklahoma City, OKC a été la meilleure équipe à chaque fois. Tout ça, le papier là que je viens de vous citer avec toutes les stats, vous le prenez, vous le chiffonnez, vous en faites un panier à la Kobe et vous l'envoyez directement à la poubelle puisque c'est un Game 7, tout peut se passer. C'est un match de coupe, c'est un match sec, c'est un match de NCAA, c'est une finale de Coupe de France. Bref, c'est ce que vous voulez, mais c'est tout sauf rationnel, encore moins avec ces Pacers et avec le Thunder. Messieurs, Charlie en premier, qu'est-ce que tu vas surveiller sur le début de Game 7? Je vais surveiller mes pulsations cardiaques pour être sûr que tout aille bien, parce qu'à mon avis ça va être assez élevé. Mais ce que je vais surveiller, ça va être classique de dire ça, mais on veut voir les grands dans les grands rendez-vous. C'est Game 7, c'est le match le plus important de l'histoire de la franchise, c'est sûr, mais même des deux franchises. De notre vie. Moi je maintiens que c'est de notre vie. C'est le match d'une vie. Chaque détail va compter, la moindre erreur, la moindre perte de balle, le moindre shoot, la moindre décision tactique. Donc, on veut voir un Shai Gilgeous-Alexander au niveau. On veut voir un Jalen Williams au niveau. On adorerait voir un Chet Holmgren au niveau. Enfin, en tout cas, faut que les patrons répondent présent. Sinon, ça va s'avérer très, très, très compliqué parce qu'en face, on a une équipe qui n'a peur de rien, qui va venir la rage au ventre comme elle l'a fait sur ce Game 6, qui va vouloir tout simplement prendre sa bague parce qu'il y a 3-3, il y a égalité. Les deux équipes méritent tout autant de l'avoir. Donc il va vraiment falloir que Shai Gilgeous-Alexander, premièrement, monte la voix aux autres. Hein, de toute façon, c'est lui notre maître à jouer. Va falloir qu'il fasse un énorme match, qu'il rentre directement dans la partie. On veut pas le voir se cacher, on veut pas le voir essayer, comme tu l'as dit, de jouer le MVP des finales plutôt que le titre. Là, les gars, c'est un match, faut tout donner, faut faire les meilleurs choix possibles, faut vraiment être là, faire le match de sa vie. Et vraiment, j'ai très très hâte de voir ça, et à la fois, j'ai pas envie de voir ça. Tom, performance des stars de ton côté aussi?
Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Déjà, moi, ce sera l'achat d'un tensiomètre, personnellement pour ce match. Et effectivement, voilà, si jamais OKC ne remporte pas la bague, peut-être passer 2 jours en ermite à regarder le plafond et 2 mois. non, parce qu'il faut manger quand même. Il faut manger, voilà, il faut sortir il faut sortir de chez soi. Après, faut penser à autre chose. Mais oui, bon, c'est le match le plus important pour les deux équipes. De toute façon, ce sera un premier champion NBA parce que Indiana a été 3 fois champion ABA, donc Oui. ce serait leur premier titre NBA. Ça compte pas. Voilà, ça ne compte pas. Et le Thunder, c'est censé être Seattle, ça ne compte pas non plus. Voilà. Là, il y a aucun champion NBA là dans ces finales, donc ce sera un nouveau. Et oui, ce que je vais surveiller, moi, c'est évidemment la performance des stars, mais chez Gilgeous-Alexander en priorité parce que vu le Game 6 qui vient de pondre, il a intérêt de nous faire autre chose au match 7, hein, parce que là, pour le coup, là, il nous fait des super playoffs, hein, il fait une grande saison, il peut faire quelque chose complètement historique, potentiellement le MVP champion, MVP des finales dans la même année, c'est pas arrivé depuis LeBron James, donc quand même, ça aurait dû arriver à Stephen Curry, mais ça c'est encore autre chose, mais c'est pas arrivé depuis LeBron James. Ce serait fou de faire ce genre de performance, mais par contre, il va falloir qu'il fasse autre chose que ce qu'il a fait là au match 6, parce que c'était vraiment de la bouse, et qu'il assume son statut, parce que si Shea assume son statut, c'est ce qu'on a dit dans ce podcast, c'est que l'attaque d'OKC était complètement inexistante, notamment parce que Shea Gilgeous-Alexander impliquait pas les coéquipiers, trouvait pas ses spots, et était coincé offensivement, il prenait beaucoup de mauvaises décisions. Dès que Shea, on l'a vu notamment au match 5 où il finit en 30-10, parce qu'on a beaucoup parlé du match de Jalen Williams, le match 5 de Shea, il est très fort aussi. Il est très fort aussi parce qu'il a impliqué ses coéquipiers, parce que sa performance a sublimé le collectif offensif d'OKC. J'ai toujours pas trop de doutes sur la défense du Thunder, sur sa capacité à être performante, surtout à domicile, ou si tu commences à mettre une grosse intensité, etc. Enfin, tu peux imposer ton rythme défensif d'entrée, surtout au Paycom. Mais offensivement, oui, je vais surveiller ce que va faire chez Gilgeous-Alexander en priorité. Tu vois, même beaucoup moins Jalen Williams ou ce genre de choses, mais vraiment Shea, là pour le coup, c'est sur ce genre de moment qui doit répondre présent. Qu'est-ce que vous attendez plutôt, du coup, si j'en crois ce que vous venez de dire, moins axé sur le scoring pur que sur la capacité de mettre les coéquipiers en confiance et d'être un peu axé sur le playmaking. Typiquement, s'il y a des double teams qui arrivent dans le dos, sanctionner justement ces double teams au lieu de faire une perte de balle stupide ou d'aller s'enfermer dans la baseline. C'est ça, prendre les bonnes décisions et surtout Indiana va continuer ce plan de jeu normalement. C'est surtout ça, parce que là, ça a tellement bien marché sur ce match 6, je vois pas trop pourquoi il reconduirait pas ce plan de jeu défensif au match 7. Donc oui, dans la prise de décision surtout. Il peut pas se permettre de faire le match qu'il a fait au Game 6 en termes de lecture, en termes de passing game, en termes de choix. Il va falloir qu'il s'ajuste, il va falloir qu'il mettent en œuvre quelque chose pour surpasser ces prises à deux, notamment soit pour générer du scoring, soit pour générer des passes décisives ou en tout cas du jeu collectif. Mais c'est vraiment là qu'on va l'attendre. Comment est-ce qu'il va réagir à cette décision tactique des Pacers? Oui, je suis plutôt d'accord avec vous. Ça va être difficile en fait. Faut voir quel chez Gilgeous-Alexander tu vas avoir sur le premier quart-temps, parce que d'un côté t'as quand même envie de le voir scorer, hein, parce que c'est le dernier match de la saison, donc il faut empty the tank, j'ai envie de dire, il faut tout donner, donc il faut faire une performance, j'ai envie de dire à Jordan ou à la Kobe, vas-y tente tes 35 tirs, je préfère voir 35 tirs de Shea que d'en voir 17 de Chet Holmgren, on va pas se mentir, mais non, mais à voir s'il va être capable effectivement d'enfin se dépatouiller de la défense d'Andrew Nembhard, qui est vraiment un pot de colle de plus en plus collant à fur et à mesure que la série progresse. Puis bon, on l'avait vu sur le Game 7 face à Denver. Alors c'était pas du tout le même adversaire, mais il avait réussi à nous sortir une performance de haut niveau, en tout cas une deuxième mi-temps de très haut niveau. Là, est-ce qu'il sera capable de réitérer l'exploit? On verra. Mais effectivement, essayer de le mettre un peu en mouvement off-ball aussi, enfin, ça fait 6 matchs. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un joueur d'OKC faire un écran pour un autre joueur d'OKC off-ball? C'est pas arrivé souvent. C'est peut-être arrivé un peu là pour Hartenstein, pour le 3 points d'Isaiah Joe là qui met sur ce match-là. Ouais, il y a un écran sur un joueur qui est non porteur. Super. Mais franchement, il se passe rien off-ball, je trouve. T'es beaucoup trop stéréotypé au niveau de l'attaque. Et moi, c'est la crainte. Et sur une échelle de 0 à 10, tiens, je vais vous lancer sur ça. Pour me répondre après. Charlie, je vais débuter par toi. Sur une échelle de 0 à 10,
10 étant la valeur la plus élevée, donc niveau de crainte maximale, 0 niveau de sérénité totale. Tu crois en cette théorie qu'on a failli avoir sur le match 5 s'il n'y avait pas eu la performance de J-Dub, du manque de points de la part du Thunder? C'est-à-dire que tu sais que match 7, bon, chez Gedius Alexander, il est sur 10 matchs de suite où il met plus de 30 points ou plus à domicile. Normalement, bon, je touche du bois, je touche du bois. Parce que si c'est pas le cas, t'es dans une merde noire. Mais normalement, il va scorer ses 30 points. Bon, Jalen Williams, c'était pas bon sur le match 6, mais sur le 3, 4, 5, il a quand même apporté au scoring. Par contre, derrière, depuis que Chet score plus, est-ce que finalement, face à l'attaque des Pacers, tu vas pas avoir un petit manque tout simplement d'apport de points, puisque le banc n'est pas extrêmement performant et Chet est un peu à côté. Donc de 0 à 10, Charlie, quel est ton niveau de crainte sur le fait que il peut peut-être manquer des points finalement dans cette rotation du Thunder, parce qu'en dehors de Shea et de J-Dub, il n'y a plus grand monde qui score. Le niveau de crainte s'élève petit à petit. Je pense que, ouais, on va dire 6, tu vois, 6, 7, un truc comme ça. Je pense que de toute façon, c'est inévitable et c'est d'ailleurs quelque chose qui revient souvent sur les Game 7. Il va falloir qu'un role player step up. Il va falloir qu'un role player step up. Il y a du Caruso, il y a du Wallace, il y a du Wiggins. Il va nous falloir quelque chose. Parce que sans ça, comme tu le dis, Shea va faire ses bails, il va marquer ses 30 points ou plus, J-Dub aussi. Et derrière, comme tu l'as dit, Chet, c'est difficile de compter sur lui. On en a parlé en long et en large dans ce podcast. Et derrière, va falloir un Lou Dort peut-être. Hein, c'est possible qu'il nous marque 6-3 points. Mais il va falloir qu'offensivement, les role-players se sortent les doigts. Ce qu'ils n'ont pas fait sur ce Game 6 où on l'a dit tout à l'heure, personne n'a répondu présent. Là, il va falloir que ça plante offensivement et surtout à 3 points. À 3 points, on peut pas se permettre de faire un match comme on l'a fait là, à faire du 3 sur 20 en 3 quarts temps. C'est pas possible. Va falloir planter. Sinon, ça risque d'être très, très, très compliqué. Et autrement, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il va falloir venir avec une défense OKC, générer un maximum de paires de balles et un nombre de paniers tout fait, un nombre de paniers en transition hallucinant pour pouvoir s'en sortir offensivement. C'est marrant que tu aies parlé de Luguensdorf parce que dans les pronos que je m'étais fait d'avant playoff, j'avais mis OKC en 7 contre Boston et j'avais mis pour rigoler avec un match légendaire de Luguensdorf. C'est le moment Lugens. Donne-moi raison. À la Rockets 2020. Mais 25 points, mec. À la Rockets 2020. Non, tu perds. On avait perdu. Là, faut gagner. Je sais, j'étais au LT déjà. Oui, mais juste la perte de Dort. La perte de Dort. Si Luguensdorf met 30 pions sur un Game 7 de finale, je ne réponds plus de rien, hein, pour le coup. Par contre, si on perd, je ne réponds plus tout court. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais oui, non, mais de toute façon, tu vois les matchs remportés par OKC. Le match 5, tu as du Wiggins, tu as du Kayson qui sortent de leur boîte. Tu as le match 2 notamment, tu as Wiggins là aussi. Et tu as Alex Caruso qui, pareil, sort de leur boîte et met une vingtaine de points chacun. Forcément, tu as tes role-players qui vont devoir prendre le relais parce que, comme vous l'avez dit, Chet, c'est de plus en plus compliqué offensivement. Là où l'impact défensif, je m'en fais pas et où il va être important là-dessus, offensivement, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué en fait. C'est que c'est de moins en moins bien. C'est ça qui est inquiétant. La trajectoire des finales de Chet n'est pas bonne. Donc oui, il va falloir qu'il y ait un role player, un ou deux qui sortent du lot. C'est possible que ça arrive. Moi, je serais un peu comme toi, Charles. Je serais sur du 6 à peu près. C'est-à-dire que je peux pas dire que je suis serein là-dessus parce que au vu de ce qu'on a vu dans ce Game 6, on a vu qu'il y a personne qui était sorti de sa boîte et c'est arrivé plusieurs fois dans ces playoffs d'avoir des role players qui étaient inexistants et un manque de supporting cast autour de tes meilleures options offensives. Maintenant, je n'irai pas plus haut parce que quand même assez souvent t'as quand même un mec qui a des tickets shoot qui arrive à briller un peu plus que les autres sur une rencontre. Et je pense que sur ce Game 7, d'autant plus à domicile, souvent c'est plus à domicile que tu arrives à faire ça. Je pense quand même qu'il y a un joueur d'OKC qui va réussir à sortir du lot. Maintenant, à voir à quel point, à voir qui. S'il y en a 3, c'est gagné. Hein. Mais ça va pas être facile, quoi. Justement, c'est ma question suivante, puisque vous avez l'air relativement confiant pendant que Charlie se fait attaquer par Ant-Man. C'est Anthony Edwards qui essaye de l'attaquer. S'il y a un joueur qui sort du lot, s'il y a un joueur qui sort de sa boîte, côté Thunder, hein, parce que là, pour le Pacers, je poserai la question après. Qui est-ce? Caruso, Kayson, Wiggins, Isaiah Joe? C'est qui sort? Isaiah Joe, j'y crois pas. Hein. Isaiah Joe, j'y crois pas du tout.
Pour Ouais. moi, c'est Caruso. Encore un de Wiggins. Allez. Encore. Parce que, tu vois, sur ce match 6, je trouve qu'on aurait pu utiliser Wiggins un peu balle en main. Tu vois, pour peu que tu le fasses un peu au match 7 et qu'il soit en rythme, ça peut quand même te débloquer des trucs offensivement. Donc, allez, Wiggins. Je vais essayer d'être original. Aaron Wiggins. Wiggins, d'accord. Moi, Moi, pour je vais pas faire dans l'originalité, je vais mettre Caruso. Ah, Caruso. Moi, de mon Parce côté, que je quand pense qu'on même, est. déjà, le run de playoff est exceptionnel. Les finales sont quand même énormes. Le Game 5, vous voyez le Game 5 de. C'est le Game 5? Non, Game 4? Je sais plus. C'est le 4. Oui. Non, Game Si, 4. si, c'est le 4. Game 4 de Caruso. Voilà, le 4, il va nous le refaire. Défensivement, offensivement, j'espère, hein, mais je le vois vraiment bien être partout. C'est quand même c'est le seul joueur du Thunder qui allait jusqu'à la bague. Je pense que il va revenir avec une toute autre, avec Ouah, une toute autre envie je suis attaqué. que sur ce 6e match. Ouais, je me fais attaquer. Que sur ce 6e match où on l'a clairement pas vu. Donc moi, je vois bien Caruso. Et par contre, tu l'as dit, des Pacers, il y a du beau monde aussi, je pense, en termes de role player qui peut se montrer et nous sortir un Shabazz Napier game comme en 2013. En 2004, oui, 2013. Justement, c'est ma question suivante. Bon, du coup, moi, 5 sur 10 au niveau de la confiance, je suis assez neutre. Je pense que tu as au moins des joueurs qui vont sortir de leur boîte. La stat que je trouve intéressante, c'est que OKC tire à 39,8% à 3 points sur les matchs à domicile. Indiana tire à 39,3% à 3 points sur les matchs à l'extérieur. Donc vraiment, on est très proche en termes d'adresse au niveau des deux équipes. Mais on va dire que si le Thunder est à droit à 3 points, normalement, ça va plutôt jouer dans son sens plutôt que dans le sens des Pacers. Enfin, on va dire qu'un niveau de 3 points équivalent, un niveau de réussite à 3 points équivalent, ça va peut-être plus avantager le Thunder que les Pacers. Après, il faudrait voir la question de volume et il faudrait voir la question de fréquence aussi. Mais voilà, petit 5 sur 10, ces joueurs qui sortent sa cachette, en vrai, je pense que ouais, Caruso, ça reste potentiellement Caruso. Justement, question suivante, à l'inverse, 10 niveau de crainte maximale, 0 niveau de confiance et de sérénité absolue. Qui est capable, est-ce que vous voyez un joueur des Pacers? Alors, je sais pas si on peut toujours considérer TJ McConnell et Obi Toppin comme étant des role players qui sortent de leur boîte, vu les performances qui montent depuis quasiment le début des finales pour TJ McConnell et depuis le match 1, puis 4, 5, 6 pour Obi Toppin. Tom, je vais commencer par toi. Quel est ton niveau de crainte sur le fait qu'un joueur des Pacers soit capable de faire basculer un match, potentiellement ce match 7? 9. Franchement, c'est leur fond de commerce à Indiana parce qu'ils ont pas la superstar qui va mettre 35 points, tu vois. Mais il y a toujours. Attention. Après, oui, on sait jamais, mais ça arrive quand même pas très souvent, tu vois. Mais le plus régulier à scorer haut, c'est Siakam, mais souvent c'est du 20-25 points. Mais par contre, ils ont plein de mecs qui peuvent scorer une quinzaine de points. Donc, évidemment, monsieur Timothy John McConnell Jr., là, mais c'est, comme tu l'as dit, il est sorti de sa boîte, il est sur la boîte, il l'a écrasé, là. Il est on track pour être Finals MVP à ce rythme-là. Franchement, sans déconner, si Indiana est champion, c'est le Fred VanVleet des Pacers. C'est pas scandaleux, hein. Siakam, lui, quoi. Franchement, il est monstrueux, TJ McConnell. Hein. Mais oui, en enlevant TJ McConnell parce que c'est de la triche, ouais, un joueur d'Indiana qui peut, il y en a plein, hein. Mais on n'a pas trop eu de, ouais, un tout petit peu, mais tu vois, Ben Mathurin, il est assez maladroit sur la série. Oh, il y a le match 3. Il est très fort. Oui, il est monstrueux sur le match 3. Mais tu vois, sur le reste, il y a un match à 2 sur 11. Là, il a 1 sur 6. Tu vois, il score pas de ouf. Tu vois, un mec qui sort de sa boîte que t'attends pas, peut-être Mathurin. Tu vois, parce qu'il a les capacités au scoring, en tout cas, pour te faire mal. Donc ouais, 9 évidemment, parce qu'il y a des joueurs d'Indiana qui vont sortir de leur boîte, c'est évident. Les mecs, c'est l'histoire de leur playoff pour le coup. Et allez, Mathurin, pareil pour être original. Ok. Bah, moi, pareil, hein. 9, parce que en fait. Oh, il est terrifié. Bah, en fait, mais c'est 9 parce qu'en fait, les Pacers, c'est aussi leur construction d'équipe qui est comme ça. Comme tu l'as dit, Tom, ils se reposent pas comme OKC sur leur star. C'est vraiment un effectif qui est très deep, avec une rotation très 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 solide de joueurs qui ont quand même une homogénéité plus grosse en termes de niveau de jeu que celle de OKC. Voilà, les joueurs ont pas tous le même niveau, mais pas loin. C'est quand même assez bluffant à ce niveau-là. Et moi, je vais dire Nesmith.
Nesmith, parce qu'on n'a pas encore eu de Nesmith game. Et tu vois, un match comme contre les Knicks, où il te plante, il te fait un 8 sur 9 à 3 points et tu peux rien faire, quoi. 8 sur 9 en finale NBA à 3 points, même Draymond Green en 2016 n'a pas fait ça, quoi. C'est pour dire à quel point la personne. Moi, je vois bien Nesmith, je le sens bien. Après, Nesmith, il y a quelques séquences dans des matchs. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un match complet de Nesmith où il a fait la Knicks, là. Mais sur celui-là, là, où il t'enchaîne 2-3 points de suite, là, ouais, c'est ça. Et il y a plusieurs matchs comme ça où il t'enchaîne plusieurs 3 points de suite. Je sais plus si c'est le match 2 aussi ou c'est un match que tu gagnes au final. Il y a la fin du match mais aussi. Ouais, aussi. Et il y a un match que tu gagnes où il plante 2 ou 3 tirs à 3 points de suite parce que Indiana est complètement en train de couler et lui, il te met ces tirs-là d'un coup et tu fais, qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, il n'y a pas eu de match complet de Nesmith où il était totalement en feu, mais il y a souvent des séquences dans les matchs où il plante des tirs à des moments importants pour Indiana. Donc, ouais, faut se méfier de lui. Hein. Ouais, moi, on va partir sur un bon 8 aussi. Parce que, franchement, si on devait faire un starting 5 des Thunder Killers, je pense qu'on peut mettre déjà PJ Washington. Puis potentiellement il y a TJ McConnell, puis potentiellement il y a Obi Toppin, puis il y a Aaron Gordon. Il faudrait trouver un cinquième, je sais pas qui c'est, mais des dernières années, franchement, c'est peut-être Derek Lively, tu vois. Ouais, comme d'hab, des postes 4 athlétiques, c'est toujours le même type de profil. Mais voilà, c'est un petit peu. Si vous faites un 5 face au Thunder avec TJ McConnell meneur, avec je sais pas, PJ Washington au poste 2, Obi Toppin au poste 3, Aaron Gordon au poste 4 et Aaron Wiggins, au poste date 5. Un peu, quoi. Ouais, c'est trop vieux, puis c'est pas les playoffs, mais c'est trop vieux, Aaron Wiggins. Tu prends Derek Lively Andrew Wiggins, 5. Andrew Wiggins. Ouais, Andrew Wiggins, bien sûr. Ouais. Mais ça fait 4-0, je pense, pour cette équipe-là face au Thunder, tellement c'est les profils que t'arrives pas à défendre. Hormis ces playoffs, t'aurais eu Nasrid. Mais là, vu la série contre les Wolves, ça a pas mal. Nasrid. Mais tu peux mettre Nickel Alexander Walker, par contre. Ouais, oui, c'est vrai que Alexander Walker était bon pour le coup. Ouais. Donc peut-être, vous enlevez peut-être Derek Lively, vous mettez Nickel Alexander Walker au poste 2, ça fait PJ Washington, Obi Toppin et Aaron Gordon, c'est déjà pas mal avec Nickel Alexander Walker et TJ McConnell au poste 1, au poste 2. Non, mais McConnell, on le dit ça en blaguant, mais McConnell, la défense du Thunder n'a absolument aucune réponse pour stopper McConnell. Alors il y a peut-être un jour, faudra penser à être agressif dessus. C'est-à-dire que je suis pas convaincu que systématiquement passer sous l'écran pour que le boug arrive lancé soit une solution, même si il y a des situations où c'est juste du 1v1 où il fait son nord-sud et puis voilà, c'est terminé, hein, il est sous le cercle. Il a déjà ses 2 petits points, il a déjà son mi-distance, donc bon voilà. Mais moi c'est Obi Toppin vraiment qui est frustrant. McConnell, pour revenir sur lui, t'arrives très peu à jouer physique sur lui. Parce que c'est un peu comme ça que tu peux le déstabiliser. Et comme tu dis, ouais, quand il arrive lancé, il est vif sur ses appuis, il est malin, voilà. Et il sert du fait qu'il est plus petit que la moyenne NBA. Bon, il est plus grand que nous, hein, du coup, mais parce que c'est des joueurs NBA, donc ils sont humainement, c'est un autre monde. Mais par rapport aux joueurs NBA, il est plus petit, moins costaud, etc. Mais il joue de ça notamment quand il approche du cercle. Mais oui, c'est vrai que passer devant l'écran pour essayer de le bouger un peu physiquement, ça pourrait être une possibilité pour essayer de freiner son impact, parce que là, en plus, lui, pour le coup, il monte en puissance au fur et à mesure des finales. Franchement, là, les 2 derniers matchs, c'est hallucinant ce qu'il envoie. Surtout quand il joue avec Tony Bradley, quand c'est Tony Bradley le poseur d'écran. Ouais, vas-y, passe au-dessus, là, c'est bon. Là, tu vas pas te faire bouffer par Tony Bradley. Question suivante, de 0 à 10, encore une fois, 10, crainte maximale, 10, sérénité, 10, crainte maximale, 0, sérénité absolue. La capacité du Thunder à provoquer des turnovers aux Pacers, qui a été souvent visible sur les matchs Oklahoma City, beaucoup moins sur ceux à Indiana. Charlie. Allez, moi je vais dire 8. Je suis bien confiant. Et c'est justement ce que j'allais évoquer. Pour moi, le Thunder va devoir arriver comme des chiens, comme ils aiment bien, comme ils aiment bien se définir. Voilà, va falloir être très agressif. Un petit peu comme le Game 7 face aux Nuggets. Voilà, c'est ce qui a fait la réussite du Thunder. Venir défendre à fond, défendre très très haut, presser, les agresser, les étouffer, ne pas les laisser respirer, provoquer des valises de pertes de balles, développer du jeu rapide. Et si on fait déjà ça, ça va nous mettre déjà en bonne voie pour être confortable dans ce match et pour pas se faire larguer comme on l'a fait là au Game 6. On n'a pas provoqué une seule perte de balles et on a complètement déjoué en défense. Donc moi, je suis quand même assez confiant dans la capacité du Thunder à revenir avec la rage de vaincre, parce que c'est quand même un Game 7. Qui plus est, un Game 7 pour être champion NBA. Le Thunder a fait ça toute l'année. Si à ce match-là, tu le fais pas,
il y a un vrai problème quand même. 9. 9. Moi, j'ai une grande confiance en la capacité du Thunder, surtout, alors, au-delà du fait que c'est à domicile, la capacité de réaction après une mauvaise performance, tu vois. Ça, on l'a dit, tu as perdu le jeu de la possession et c'est pourtant ton fonds de commerce de gagner tout le temps le jeu de la possession, de provoquer des camions de perte de balles. Vous parliez de Caruso comme élément déterminant. Moi, j'avais plus mis Wiggins sur le volet offensif. Par contre, là-dessus, évidemment qu'Alex Caruso va être primordial pour les provocations de perte de balles. Et Cason Wallace aussi. Et Cason Wallace aussi. Et puis bon, c'est un effort collectif, hein, globalement. Mais oui, effectivement, c'est eux deux le monstre à deux têtes, un peu qui harcèle les porteurs de balles adverses et qui coupe toutes les lignes de passe. Souvent d'ailleurs quand OKC perd le jeu de la possession, souvent c'est avec un Caruso qui est en dedans, qui est clairement en dessous de son niveau habituel. Là sur ce match-ci, c'est Caruso a vraiment pas été bon, et fort heureusement c'est pas quelque chose qui arrive souvent dans ses playoffs. Pour le coup, Alex Caruso il fait une campagne de playoffs excellente. Donc ouais, 9 parce que j'ai quand même une grande confiance en OKC qui a montré qu'ils étaient capables sur plusieurs matchs de ces finales de faire déjouer l'attaque d'Indiana via notamment ces pertes de balles que tu provoques. Donc même notamment dans le game 1 que tu perds, enfin le premier mi-temps, Indiana ils perdent autant de ballons qu'ils tentent de tir, quoi, limite. Donc franchement, ouais, c'est pas un point qui m'inquiète énormément pour le coup, ça. Ouais, moi je vous rejoins. On part sur un enfin du coup non, sur un. Je sais plus si c'était ne pas. Enfin bref, je suis confiant sur la capacité du Thunder à provoquer. Ah oui, c'est des vrai qu'à la turnovers. base, plus c'était haut, Oui, voilà, moins on était c'était confiant, plus c'était quoi. au moins on était confiant. Je sais plus si la question c'était la capacité du Thunder à ne pas provoquer des turnovers, mais il me semble que la question c'était la capacité du Thunder à justement provoquer. Donc vous faites à la négative. Vous êtes sur un 1 pour Charlie, vous êtes sur un 2 pour Tom, et du coup vous êtes sur un 2 pour moi. Les stats, alors encore une fois, Game 7, ça veut pas dire grand chose. Toujours est-il que les Pacers à domicile, c'est 13,7 turnover, là où le Thunder, c'est 10,7. Les Pacers à l'extérieur, c'est 21 turnover, donc 7 de plus, là où le Thunder, c'est 18,7, donc 8 de plus. Les deux équipes perdent beaucoup plus de ballons à l'extérieur, et le Thunder a l'avantage du terrain. J'ai envie de dire que ces 68 victoires en saison régulière n'auront pas servi à rien, potentiellement, si tu viens à remporter ce Game 7. Dernière question, et ce n'est pas sur une échelle de 0 à 10 avant ce pronostic. Tom, ça tourne à combien? Ah, la rotation? Oui. Qui ça? Parce qu'Indiana, ça tourne à 13. Hein. Non, ok, si. Indiana, il faut leur truc. Indiana, il faut leur bisbille avec Tony Bradley et tout. On les laisse. Mais côté OKC, qui tu vois dans la rotation côté Thunder sur ce Game 7? Bon, à ton 5, il reste le même. Je vais pas le bouger. Caruso, Cason en sortie de banc, évidemment. Wiggins, évidemment. Je pense qu'il y aura un 9e. Je sais pas si Daigneault va retenter Isaiah Joe, s'il va mettre Kenrich. Je pense qu'il va mettre Kenrich, pour le coup. Mais tu vois, quelques minutes. Ça va être un 8+1, quoi. Kenrich, possible qu'on le voit à 2-3 minutes et on le voit plus en deuxième mi-temps. Ce qui est limite dommage, parce que franchement, Kenrich Williams, quand on le voit sur le terrain, sans être flamboyant, mais c'est correct, quoi. Il est dans le ton. Il fait des choses propres. Il est correct, Kenrich Williams, donc il peut te servir. Mais ouais, je pense 8+1 pour le coup. Ça va se resserrer un peu, mais après on connaît Mark Daigneault, il va tenter des choses, et ça se trouve je dis ça, il va mettre Isaiah Joe et Jay Mitchell. Mais je pense 8+1 pour le coup. 8+1 avec du coup potentiellement une bagarre. D'accord. Globalement d'accord, mais moi j'ai vraiment envie de voir Kenrich en fait. Même pour le voir sur un Game 7 d'un match du Thunder, il a depuis le début de la reconstruction, ça me ferait vraiment plaisir qu'il foule un petit peu le parquet. Mais ouais, pareil, je mets ouais, le Big 8 et plus Kenrich. En vrai, Isaiah Joe, j'y crois pas et j'ai pas envie d'y croire parce que là, encore une fois, il rentre, il se fait encore cibler. C'est fatigant. On n'a vraiment pas envie de voir ça en finale NBA et dans un Game 7 de finale NBA. Donc, ouais, je suis globalement d'accord. Combien de minutage pour Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams? Illimité. 48 minutes là, là Marguerite, va falloir puiser quand même. Je suis pas sûr, tu vois. Après ils vont jouer plus de 40, mais tout dépend, parce que si le match est plié en 3 quarts-temps, bon bah voilà. Mais non, mais tu les laisses quand même. C'est le dernier match de la saison, t'auras plus rien. Tu les laisses profiter. Ouais. Mais non, dans l'optique où c'est serré,
Ouah, tu mets 42 Shea, 42 J-Dub. Les deux, ils jouent à peu près le même temps de jeu, je pense. Je pense pas que Daignault va faire une Jimmy Butler avec le hit 48 minutes, tu sors pas, tu sors pas rien à cirer. Ouais. Mais ou une Thibodeau avec Josh Hart, voilà ce genre de truc. Mais ils vont beaucoup jouer. Mais voilà, je pense pas que ça ira plus haut que les 42 minutes parce que surtout pour essayer de conserver un minimum de fraîcheur quand ils rentrent sur le terrain. C'est quelque chose qui est important et notamment dont vous aviez parlé, Charles et Pierre, au match 5, qui avait été, ça avait été quelque chose d'impactant, le fait d'avoir un Shea qui revenait frais sur le terrain, un peu reposé, quoi. Donc ça excédera pas 42 minutes. Ouais, une bonne quarantaine chacun, et je pense qu'on sera déjà pas mal. Après, évidemment, ça va dépendre de la physionomie du match et de l'état de forme des deux. Maintenant, j'espère évidemment qu'on n'aura pas besoin de trop les faire jouer, mais ouais, je pense ouais 40 minutes chacun, mais ouais pas plus de 42 comme tu le dis, parce que si le match se joue dans le clutch, on n'a pas envie de les voir cramer, on n'a pas envie de regretter le fait de les avoir trop fait jouer, et d'avoir un clutch raté et de s'en mordre les doigts et que la bague nous échappe comme ça. Moi, j'en ai rien à cirer. 44 minutes pour les deux. Allez hop, ça joue. J'en ai rien à faire. C'est le dernier match de la saison. Tant pis si vous êtes carbo. En fait, j'ai trop peur vas-y, tu laisses chez Gilius Alexander 3 minutes sur le banc. Enfin, entre la fin du premier quart-temps et le début du deuxième quart-temps, tu te prends genre 7 points d'écart et que les 7 points d'écart, t'arrives jamais à les remonter. Enfin, j'ai trop peur des runs. J'ai trop peur des runs et je me dis potentiellement si jamais t'as toujours les deux en même temps sur le parquet, t'as quand même une assise défensive et offensive. Normalement, hein, parce qu'on l'a vu sur le match 6, c'était pas toujours le cas, qui peut potentiellement, je dis bien potentiellement, te permettre de prendre un peu d'avance ou d'avoir un petit matelas. Enfin, je serais terrifié si le Thunder se ramenait avec 6 ou 7 points de retard au début du quatrième quart-temps. Enfin, ce serait vraiment scénario catastrophe. Même si je serais terrifié si le Thunder se ramène avec 6 ou 7 points d'avance au début du quatrième quart-temps. Évidemment. Mais ce serait terrifiant. Ouais. Mais ouais, au niveau de la rotation, pour moi, tu tournes à 9, voire à 10. Je pense que Kenrich sera dans la rotation. Ma vraie interrogation, c'est sur Isaiah Joe ou pas. On a vu que Mark Denloat l'avait utilisé pour du spacing, parce qu'il n'y avait pas de tir à 3 points, tout simplement, sur le troisième quart-temps ou sur la deuxième mi-temps. Donc on l'a mis pour des vertus de spacing et pour des qualités de spacing. Je pense ouais, que Kenrich sera dans la rotation, que ça tournera à 9 sur un Game 7. Voilà, c'est que Kenrich sera dedans. Voilà. Messieurs, c'est le moment. Va falloir se mouiller. Pour le stick, sachant que je vais vous demander un écart. Et pour vous donner un ordre d'idée, les derniers écarts sur des Game 7 de finale, c'est 4 points, 7 points, 4 points, 7 points. Et après, il faut remonter à 94, c'est 6 points. Voilà. Je vais débuter. Qui veut... Non, tiens, allez, qui veut débuter? Bon, allez, je me lance. Je me lance, sachant que sur le dernier débrief avec Pierre, on a été très mauvais en pronostic parce qu'on avait dit que le match 6 allait être très très serré, très très intense. Voilà un petit peu ce qui s'est Il passé. était intense pour les Pas Pacers. besoin de revenir dessus. Après, Voilà, très Pierre intense a pour dit les Pacers. 3-3. Pierre a dit 3-3. Hein. Oui, Pour le Pierre a coup, dit 3-3. Oui, non, mais moi, c'est terrible. Mais on a aussi dit que s'il y avait un Game 7, on pensait que ça allait être soit dans un sens, soit dans un autre, pardon. Et je vais rester un petit peu là-dessus. Je pense pas que ça va être un match trop serré. Je pense au contraire qu'une équipe va se détacher assez vite et l'autre va avoir du mal à revenir. Ça va vraiment être un match où une équipe va être à fond dedans et l'autre non. Et évidemment, moi j'ai pronostiqué Thunder champion et je suis obligé de pronostiquer ça. Je mets une victoire d'OKC de 13 points. C'est beaucoup, hein. 13 points, C'est faut que énorme. j'aille checker, Mais mais je je me demande pense, si c'est pas l'écart le plus élevé pour un Game 7 de finale. Ah mais non, non, il y a 15. je crois en ce scénario où en fait t'as le Thunder qui revient vraiment à la maison, un petit peu comme face aux Nuggets, à la maison, vraiment l'envie d'en découdre. On est la meilleure équipe sur la saison, on est la meilleure équipe, peut-être pas sur cette série, mais sur la campagne de playoff. On a la meilleure défense, on va vous agresser, on va provoquer un maximum de pertes de balles, on va vous rentrer dans la gueule et on va gagner de 13 points. Voilà, c'est dit.
Charlie qui a bugué au niveau du son et on est revenu sur qui est revenu sur on va vous rentrer dans la gueule. Voilà, c'est bien, c'est le bon effectivement. Le résumé. On verra comment ça se passera pour celles et ceux qu'on écoute, mais vu que c'est des enregistrements locaux, on aura peut-être l'intégralité du discours, mais si vous avez juste le passage qui coupe et Charlie qui revient en disant on va vous rentrer dans la gueule, c'est extrêmement rigolo. Mais l'essentiel, c'est que tu pronostiques le Thunder champion avec donc une victoire de 13 points. Moi, je vais y aller. On va laisser Tom qui aura le privilège de finir. Je vais pas dévier, hein. J'avais pronostiqué 4-3 Thunder quand on avait fait la preview. Je vais rester sur mon 4-3 Thunder. J'avais aussi pronostiqué 4-3 Thunder quand on a fait le live chez Duck Hebdo après les 4 premiers matchs. Je dévie pas de toute façon, même si je pourrais pas. Là, pour le coup, je l'avais fait face à Denver. Physiquement, je ne peux pas pronostiquer les Pacers vainqueurs. C'est trop pour moi. Là, pour le coup, je reste en full déni. Je pronostique le Thunder, quoi qu'il arrive. Moi, je pense que ça va être un match serré. Je pense que ça va être un match serré parce que les matchs 7 de finale sont toujours serrés. Alors, les matchs 7, souvent, soit c'est des bangers absolus, soit c'est des merdes intégrales de ces dernières années, les Game 7. Donc, et c'est souvent des merdes intégrales d'ailleurs. On est souvent déçus par les Game 7 en termes de compétitivité, hein, parce qu'en termes de niveau de jeu, c'est un peu différent. Genre le match 7 face aux Nuggets, oui, c'est un match qui est un blowout, mais on est extrêmement content que ça se déroule comme ça. Non, moi je vois OKC l'emporter malgré tout, malgré toutes les difficultés dans ce qui est, moi je vais le dire, c'est je pense je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense qu'on ne revivra jamais ça en tant que supporter du Thunder. Alors peut-être que d'autres équipes le vivront, mais c'est le match le plus important, avec le plus d'enjeux, je pense qu'on vivra de notre vie. C'est-à-dire que tu sors d'une saison à 68 victoires, t'as un MVP, tu sors d'une première série en 7, tu joues une finale pour ton premier titre qui se termine en Game 7 à domicile. Je pense vraiment que c'est once in a lifetime, c'est des trucs que tu ne vivras qu'une fois dans une vie, et que aussi bizarre que ça puisse paraître, aussi stressant que ça puisse paraître, il faut en profiter parce que c'est un truc qui est complètement fou. Et si au mois d'octobre, quand on a fait notre épisode preview là, quand Tom avait dit qu'on allait perdre en finale NBA face aux Knicks, si on nous avait C'est moi qui avais dit ça. C'est moi qui avais dit ça. C'est toi. Je croyais que c'était Tom. Mais si au début du mois d'octobre, si au début du mois d'octobre, on nous avait dit vous jouerez un Game 7 de finale à la maison, on aurait signé tout de suite. Donc voilà, soit tu peux devenir un héros, soit tu peux devenir un zéro, pour citer un fameux Disney assez célèbre. Mais voilà, je crois en un gros match de Shai Gilgeous-Alexander, je crois en un revival game de Chet Holmgren. J'aimerais bien voir ce qu'on avait vu sur le début du Game 2, à savoir beaucoup de lay-up, en tout cas des trucs pour se rassurer, et pas trop de dribble justement. Je pense à un Thunder un peu plus huilé, je pense que tu vas être capable de provoquer des turnovers, enfin tout ce qu'on a évoqué précédemment. Je vois une victoire malgré tout serrée, parce que les Pacers mourront avec les armes, et que globalement ça fait 6 matchs, on voit qu'on a deux équipes qui ont plus ou moins un niveau similaire, on va être très honnête, mais voilà, je pense que le Thunder l'emporte, et score final plus 8. Ok, ici. Voilà. Tom. Ok. Alors, j'ai le t-shirt Oklahoma City, hein, d'ailleurs, hein, c'est important. Là, sur les finales NBA, je tourne avec le t-shirt. Il y a un moment donné, il faut s'apprêter pour ce genre de match. Et comme tu l'as dit, il faut en profiter. Ça va être très stressant. Là, c'est un long chemin de croix jusqu'à lundi 2h où on va alterner entre énorme moments de stress et se dire ça va être trop bien en vrai, parce que le match 7 contre Denver, moi j'avais kiffé, honnêtement, j'étais trop content. C'est une expérience extraordinaire, le match 7 génial, contre Denver. C'est parce que tu gagnes. Ça s'est très bien passé aussi. Mais tu vois, même avant le match, il y avait une excitation. Tu dis franchement. Ah non, moi il y avait caca culotte. Franchement, j'étais content. Je me suis dit, il y a un petit Game 7, ça va être cool. Franchement, ça va être bien. Bon, si on avait perdu, j'aurais peut-être mal réagi au final. Mais, je pronostique 4-3. Est-ce que je dis l'équipe? Bien. Non, mais 4-3 OKC. Je peux pas pronostiquer autre chose qu'OKC. À un moment donné, j'ai pronostiqué OKC, je crois, dans tous mes pronos de ces playoffs. Ça n'a pas toujours marché. C'est vrai. Les gens, d'ailleurs, les abonnés saluent ton optimisme, d'ailleurs. Et le solide. Et je crois qu'il y a un seul de mes pronos de victoire d'OKC qui ne s'est pas réalisé. Je crois que c'est quand on a fait le match 2 où j'avais pronostiqué victoire au match 3 sur ces finales. C'est ça. Ouais, on avait dit 2-1 OKC à la fin du game 2. Ouais. C'est un optimisme bien placé, on va dire. Oui, ça va être un match serré par contre, je pense aussi, parce que de toute façon, il y a eu un seul blowout dans cette série, c'est le match 6. Donc, non, il y a le 2 aussi.
Ouais, c'est pas un blowout quand même. Il y a plus 20 début de quatrième quart-temps. Quand même. Pour moi, c'est une victoire autoritaire. Un blowout, c'est vraiment tu as marché sur ton adversaire, quoi. On l'aurait pas marché dessus non plus. On était meilleurs, mais on l'aurait pas matché. Pour moi, les blowouts, c'est genre match 1 contre Memphis. Ce genre ah oui, mais il y a 50 oui, ans. Voilà, ah oui. Là, c'est une victoire. Non, mais quand il y a un peu moins de 20 points d'écart. C'est pas un blowout. Blowout, à un moment donné, tu as 25-30 points d'avance, quoi. Tu vois, c'est vraiment tu doses le match. Mais bon, dans tous les cas, ce sera un match serré. Indiana va être hyper chiant à jouer, hein, évidemment. Moi, je crois quand même au moment. J'ai mis Aaron Wiggins en joueur qui sort un peu de sa boîte, mais je crois quand même au moment où le public hurle loup comme ça, où il met 2 tirs à 3 points de suite, c'est dans un moment important, genre 3e ou 4e quart-temps, là où tu te dis putain, Wiggins Dort quand même, qu'est-ce qu'on est content aussi de l'avoir, qu'est-ce qu'on l'aime bien ce mec. Et au final, tu t'en sors dans un match où je pense qu'on va suer à grosses gouttes, mais tu gagnes. Juste parce qu'il fera chaud, hein, c'est tout. Aussi, effectivement, la canicule joue, hein, mais les émotions plus la canicule, d'ailleurs, ouais, ça, c'est mangez bien, buvez bien avant le match, hein, parce que ça va être quelque chose. Hein. Mais oui, je vais mettre une victoire de 8 points de la part d'OKC. Comme moi. Voilà, on a le même pronostic et du coup, OKC qui soulève son premier titre devant son public. Moi, je parie sur le moment de fête et pas la grosse climace avec TJ McConnell MVP des finales devant les fans d'OKC qui se barrent du Paycom Center. Ça, je ne veux pas voir ça. Je vous préviens, si on perd, j'éteins, je regarde pas la cérémonie. Hein. Non, c'est mort. Hein. Franchement. Donc voilà, allez, on pronostique tous OKC et on espère que ça va se réaliser. Hein. Ouais. Écoutez, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Je pense qu'on a été bon. Hâte de voir l'ambiance du Paycom Center, à mon avis, qui va être bouillante. Quelle couleur le maillot d'ailleurs ? Ah, maillot blanc blanc ou bleu ? Maillot blanc, je pense. Voilà. Comme au Gawan. Ouais. J'ai l'impression que le blanc, c'est vraiment pour moi, c'est le maillot numéro 1, le classique, le traditionnel, quoi. Donc je dirais maillot blanc. Le maillot orange de la DDE, là ? Voilà, puis orange face à jaune, waouh, catastrophique. Moi je dis maillot bleu. Voilà. Ouais, aussi. Vous passez un super moment là. C'est pronostic, on fait des pronostics sur tout et n'importe quoi. Mais maillot bleu parce que pour le coup, hashtag l'oracle. Mais le bleu parce que c'était le bleu face sur le set face aux Nuggets. Voilà. J'aime bien cette analyse. Je suis. Le blanc parce que je le trouve juste plus beau, moi perso. Ouais. Bon, les deux sont immondes, mais bon, c'est pas le débat. Si c'est les maillots avec lesquels tu gagnes ton premier titre, ils seront historiques dans tous les cas. Non, mais bref, on y est arrivé. La fin. C'est la fin. Il restera un débrief qui sortira. On ne sait pas quand. Il y en a peut-être un. Selon le scénario, il sortira plus ou moins tôt ou plus ou moins tard selon le résultat. Mais voilà. Il sort en septembre. Ne soyez pas étonnés. C'est après la preview. Enfin, si vous voyez le débrief de ce match 6 et après on revient sur la draft, c'est que potentiellement il s'est passé un truc sur le match 7, tu vois, mais bon, voilà. Bref, non, mais blague à part. Mais si vous voyez des fils de chambre d'hôpital derrière, c'est pas grave. Hein. Dans le cas où il y a eu une défaite, hein. C'est tout à fait normal. C'est rien. C'est juste parce qu'on sera en train de crever à cause du réchauffement climatique. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais non, mais merci à vous, messieurs. On sera allé au bout, j'ai envie. Je sais pas. Ce Game 7 est tellement à part que j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout des débriefs. C'est une sensation extrêmement bizarre, mais que le débrief du Game 7, que tu gagnes ou que tu perds, ce sera pas un débrief, ce sera autre chose. Donc voilà, on est arrivé au bout de ces débriefs. Merci à vous, vous tous, vous toutes, pour ces 2 mois. Ça fait 2 mois que les playoffs ont débuté, on n'en peut plus. On a fait le maximum. Tout se joue sur 48 minutes, une saison, une legacy, une vie, enfin voilà, tout se joue sur 48 minutes, c'est le match d'une vie. C'est le match d'une vie pour tout le monde. Il faudra être présent, il faudra répondre au moment. Évidemment, c'est immanquable. Désolé, même si on est un lundi à 2h du matin, gâcher 2h30 de sommeil, c'est un Game 7 de finale NBA, c'est la première fois depuis 9 ans. Évidemment, il a fallu que ça tombe sur le Thunder pour qu'on soit en Game 7 de finale NBA. Mais voilà, c'est absolument immanquable. Et puis, écoutez... Maintenant, j'ai envie de dire, c'est entre les mains de Dieu pour les croyants, c'est entre les mains de l'Arceau pour ceux qui sont non-croyants. Et puis, écoutez, on espère que le Thunder sera champion. D'ici là, portez-vous bien, continuez, bien évidemment, c'est mon conseil, de sortir
allez vous changer les idées, ne pensez pas NBA. Et puis on se retrouve je sais pas quand pour parler soit du premier titre du Thunder, soit de la finale perdue en finale, enfin soit de la finale perdue par le Thunder. Mais j'aime pas l'ordre dans lequel je formule ça, donc on se retrouvera peut-être pour parler de la finale perdue par OKC ou du premier titre du Thunder. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas votre boisson, n'oubliez pas vos petits snacks, n'oubliez pas des caleçons propres. À la prochaine. Salut. Salut.